avec notre sujet sur les transports. Je vais laisser nos trois intervenants se présenter, puis on va commencer la discussion. Et la discussion avec la salle, quand vous voulez, vous pouvez intervenir. On est vraiment en discussion libre. Je vous laisse vous présenter la première. Est-ce que vous avez un micro? Bonsoir, je m'appelle Manon et je suis chargée de plaidoyer chez Ecov. Donc j'ai rejoint l'entreprise il y a 2 mois, donc voilà, j'ai des petites notes pour pas oublier les éléments importants que je voulais vous transmettre. Donc Ecov, c'est un opérateur de services publics de mobilité au service de l'intérêt général. Donc en fait, l'objectif c'est de participer activement et concrètement à la transition écologique avec donc le mantra c'est de faire de la voiture un transport collectif en déployant des lignes de covoiturage dans les zones peu denses, donc périurbaines et rurales, où les transports collectifs sont en fait peu développés. Donc ça vient vraiment remédier au manque de transports en commun et on ne vient pas s'ajouter à des dispositifs qui sont déjà effectifs en place. Donc en fait, ça permet à chacun de partager ses trajets au quotidien en temps réel. Donc ça, en opposition par exemple à Blablacar où c'est du prévu. Là, c'est de l'instantané et sans contrainte. Donc, en fait, ça permet à des conducteurs qui n'avaient avant pas le choix d'utiliser leur voiture individuelle de devenir passagers. Donc, ça a des effets évidemment directs sur les impacts au niveau climatique, enfin sur l'impact environnemental. Ça accroît la mobilité dans les territoires où il y a des besoins de mobilité et ça baisse les dépenses et donc ça participe à augmenter aussi le pouvoir d'achat et ça baisse d'office évidemment la congestion. Voilà, et pour ce faire, on a besoin du coup d'un changement de comportement évidemment pour amener les gens vers pour faire de la voiture un transport collectif, mais on a aussi besoin de politiques publiques et d'infrastructures, parce qu'en fait on parle beaucoup même avec la COP de techno, mais on parle assez peu d'usage. Nous, notre combat c'est d'augmenter le taux d'occupation des voitures, parce qu'aujourd'hui le taux d'occupation des voitures sur les déplacements quotidiens c'est 1,3 personnes sur des voitures où il y a 5 places, donc ça représente énormément. Or, dans tous les débats, là, quand on parle j'avais un peu suivi la loi climat, etc., parce que j'ai bossé avant pour un député européen, du coup, je travaillais sur les sujets climat, et on parle beaucoup de véhicules, oui, voilà, passer à l'électrique, etc., mais si on passe juste de 15 voitures à l'essence à 15 voitures électriques, il y a toujours 15 voitures et il y a toujours le problème du taux d'occupation. Donc voilà, c'est vraiment le sujet qu'on essaie de défendre, qu'on essaie d'instaurer dans les politiques publiques, aussi bien au niveau national qu'européen, voilà, pour la petite présentation. Et ravie d'être là. Oui, Céline Auriol. Moi, je suis membre du conseil d'administration de Railcoop. Alors, Railcoop, c'est une jeune compagnie ferroviaire qui a été créée maintenant il y a 2 ans, en novembre 2019, et qui s'est montée sous forme de SIC, de société coopérative. Donc je disais, on est une jeune compagnie ferroviaire. On vient d'obtenir notre licence ferroviaire au mois de septembre dernier, qui a été publiée au journal officiel. Donc ça a été une grande nouvelle pour nous, l'officialisation de notre statut d'entreprise ferroviaire, qui va nous permettre d'exploiter des lignes un peu partout en France, puisque la finalité de notre projet, c'est de faire rouler à nouveau des trains sur des lignes que la SNCF n'exploite plus depuis 5 ans ou 10 ans en fonction des lignes et des territoires. Et donc de pouvoir retourner comme ça en profondeur dans le territoire, faire rouler des trains et réapporter une mobilité ferroviaire. Voilà. L'idée derrière ce projet, c'est aussi bien sûr de reprendre des parts modales à la voiture, mais aussi au camion. Parce qu'en fait, on a plusieurs volets dans notre projet. Il y a un volet voyageur, mais il y a aussi un volet fret qui est très important. Il y a un levier considérable en France sur le fret. On est un très mauvais élève en matière de fret, donc il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lundi 15, donc là, dans quelques jours, nous avons notre premier train fret qui roule. Alors, on dit hipipi pourra, parce que ça c'est vraiment un temps fort pour nous. Premier train fret entre Toulouse-Saint-Jory et Cap-de-Nac, lundi 15 novembre. Voilà. Pierre-Louis. Oui, bonjour à tous. Alors, je me suis déjà présenté rapidement, mais je vais le refaire. Donc, Louis-Pierre, mais il n'y a pas de souci. Donc, moi, je représente le collectif Pour un réveil écologique, qui est né en 2018 d'un manifeste éponyme, dans lequel, en fait, plus de 30 000 étudiants signataires
on manifestait un message clair, c'est-à-dire voilà, nous on se projette plus dans un monde économique complètement déconnecté hors sol des enjeux planétaires, juste de limites finies, enfin juste ça déjà. On s'y projette plus et donc on se projette plus non plus dans les grands groupes auxquels on est prédestiné. Typiquement, on est principalement des étudiants de Polytechnique, HEC, Sciences Po, et on commence à toucher de plus en plus d'écoles, mais en tout cas le message se diffuse dans les universités aussi, etc. Ce qui est une très bonne chose. Voilà, et donc en fait on a une position qui est assez intéressante parce qu'on est à l'interface entre l'enseignement supérieur et les grandes écoles. Donc d'un côté, on met une grosse pression sur les grandes entreprises pour leur dire voilà quoi, transformez-vous de votre modèle économique à votre gouvernance, quantifiez vos impacts, on va regarder toutes leurs stratégies environnement, on les compare entre elles, et ça on le met à disposition sur notre site internet. Donc un étudiant qui ne connaît pas du tout le sujet, qui a envie de travailler dans l'automobile, il va sur notre site, et il voit très rapidement les indicateurs relatifs à Renault et PSA par exemple, et très rapidement il peut se dire bon bah ok, cette entreprise là elle est un peu plus avancée sur la question. Voilà. Et donc on essaie de challenger les entreprises comme ça entre elles, ce qui est relativement intéressant hein, parce que quand on dit à PSA regardez chez Renault ils font mieux que vous, il faut y aller quoi. Bon bah là ils peuvent pas nous dire grand chose. Voilà, on fait ça, et de l'autre côté au niveau des grandes école, l'enseignement supérieur, on a un petit peu le même discours. Hein. On dit que si on n'est pas formé à ces enjeux-là, on ne peut pas commencer à y répondre. Il faut d'abord comprendre le problème. On estime que c'est juste primordial et qu'il faut que ça concerne tous les étudiants. En fait, ça concerne aujourd'hui toute petite fraction des étudiants qui sont formés spécifiquement sur ces sujets-là pour faire de l'environnement et pour faire de la RSE. Et nous, notre discours, c'est de dire il faut que ça concerne tout le monde. On n'a pas besoin de faire des étudiants formés spécifiquement aux enjeux RSE et qui font que de la RSE, mais l'enjeu c'est d'avoir un bagage de compréhension et de l'appliquer après dans son domaine de prédilection parce que ça va juste tout transformer. Voilà, c'est un peu le discours qu'on tient. On a plein d'autres projets. Là, on a lancé une action pour réveiller la fonction publique, qui est un énorme employeur en France. Donc comment est-ce que la fonction publique intègre ces questions-là? Voilà, et puis bon, on a plein d'autres projets, mais je vais m'arrêter là. Alors, je vous rappelle que je remplace Martial au pied levé, donc je ne maîtrise pas, je vais le dire toute la soirée, je pense. On avait pensé cette table ronde sous l'angle de la voiture, parce qu'à l'Académie du Climat, on a beaucoup traité le vélo, puisqu'on est très parisien sur les transports de ce type, et on s'est posé la question. La voiture a été dans une des actualités depuis ces 2 dernières années avec... on peut parler des gilets jaunes, on peut parler de l'augmentation aujourd'hui du coût de l'essence et tout ça. Et donc on s'est dit, mais sur la question de savoir comment on a dit à des populations, arrêtez d'utiliser votre voiture, vous polluez, c'est un modèle urbain ou périurbain ou rural qui ne permet pas de se passer de la voiture. Et donc, est-ce que des solutions existent? Est-ce que, là, vous parlez de trains de petites lignes qui sont intervilles, en fait. Moi, je vois dans ma région d'origine, on arrache en ce moment les vieilles lignes de train pour en faire justement des pistes à vélo. Je veux le nom de cette collectivité qui fait ça. C'est le département de la Sarthe. Ils sont en train de faire ça sur une vieille ligne qui n'était plus utilisée depuis des décennies. Mais du coup, ça me choque, moi, en parisien du vélo, en me disant, ah oui, on va faire du vélo là, mais le train... et donc ces petites lignes sont en danger, on le voit sur l'exploitation. Aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie solution de reconstruire ces lignes? Est-ce que la SNCF peut faire ce travail, ou au contraire, est-ce qu'il faut des acteurs pour les pousser? Alors qu'il faille des acteurs pour les pousser, ça c'est un sujet. Enfin, en tout cas, nous, on est là. Je ne vais pas dire on est là pour ça d'une certaine manière, parce que c'est pas vrai, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là parce qu'on veut gagner des parts modales sur la voiture et sur le camion, comme je disais tout à l'heure. Mais oui, enfin moi, je pense surtout qu'on a une chance assez extraordinaire en France, c'est qu'on a un réseau ferré. On a un réseau ferré. Son apogée, c'était à peu près les années 1920. Alors on était aussi beaucoup moins nombreux dans le pays en 1920, puis je pense que les besoins de mobilité étaient aussi très différents à l'époque. N'empêche qu'en étant moins nombreux et en ayant des moyens de mobilité moins importants, on avait un réseau qui couvrait tout le territoire national. Voilà, ce réseau
petit à petit, je raconte ça très, très schématiquement, il a été abandonné au profit d'une vision ferroviaire qui a été celle de la grande vitesse, de la métropolisation, donc la combinaison TGV et métropolisation. Et en fait, dans ce modèle-là, on a un peu oublié les petites villes, les villes moyennes, etc., etc. Mais le réseau ferré, dans beaucoup d'endroits où, Dieu merci, on n'a pas arraché les rails comme dans la Sarthe, le réseau est encore là. Alors, il n'est pas toujours en bon état, mais en fait, là, on a besoin de faire cette transition écologique et sociale et de la faire rapidement. Moi, mon idée, c'est vraiment que la présence de ce réseau est une chance et un levier formidable. Donc, notre point de vue à nous, c'est qu'il faut investir de façon importante sur la remise en état de ce réseau, faire rouler des trains. C'est pas de la haute technologie, on sait très bien le faire en France. Enfin, on est vraiment le grand pays du ferroviaire, je pense, et on l'est toujours d'une certaine manière. Je crois que c'est vraiment une vision politique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vouloir à nouveau desservir tous ces territoires en profondeur. Effectivement, il y a la crise des gilets jaunes qu'on a tous bien en tête, qui fait, je pense que notre projet est vraiment mûr aujourd'hui pour se développer, voilà, parce qu'il y a la crise des gilets jaunes, parce qu'il y a l'augmentation du prix de l'essence, etc., etc. Donc le contexte est là pour que les gens reviennent vers le ferroviaire. Et nous, notre objectif, c'est de rendre à nouveau le train attractif. Alors, il faut regarder la carte de toutes les lignes qu'on propose de réouvrir. Il y a par exemple une ligne qui va aller de Rennes à Toulouse. Il y a une ligne qui va aller de Lille à Nantes en passant par l'Oise, etc. Des tas de petites villes qui aujourd'hui sont quand même difficilement accessibles par le train. Voilà. Ça, c'est génial. Moi, ça me fait rêver, hein, très honnêtement. Voilà. Et puis, il y a la question aussi des prix des billets. Aujourd'hui, qui peut acheter un billet de TGV ? C'est vraiment très cher, un billet de TGV aujourd'hui. Donc nous, on veut essayer de caler notre offre tarifaire sur le covoiturage, et on sait qu'à ce prix-là, vraisemblablement, il y a beaucoup de gens que ça va intéresser de prendre le train. Voilà, et ça, c'est une vraie politique, à mon sens, de transition écologique et sociale. Vous êtes complémentaire du covoiturage, comme ça on va pouvoir faire ma transition. Vous êtes concurrent. Oui. Le covoiturage est plus souple d'une certaine manière, vous êtes plus régulier d'une autre. Je pense qu'on est complémentaires. Je crois que c'est vrai que nous, l'idée, c'est effectivement d'être une alternative d'abord à l'utilisation de la voiture et de la voiture vide, comme vous le disiez tout à l'heure. Après, il y a tout le sujet du dernier kilomètre, où on peut imaginer de la mutualisation, du covoiturage, etc., etc. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus, que ce soit pour l'offre voyageur ou pour l'offre fret, d'ailleurs, parce que en fait, c'est vraiment un sujet clé, surtout pour le voyageur. La voiture, moi je dis toujours que la voiture c'est une drogue dure, et en fait on comprend très bien pourquoi. C'est que ça donne une liberté incroyable, on en a tous beaucoup profité. C'est tellement facile de partir de chez soi, de mettre ses 15 valises et ses 3 enfants dans sa voiture et d'aller jusqu'à la porte de son lieu de vacances. C'est vrai que prendre le train, c'est une autre aventure quand on est très chargé. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc nous, on réfléchit à des partenariats locaux qu'on développe avec des entreprises type Ecov, qui permettent de réfléchir à comment on peut faire en sorte que les gens arrivent jusqu'à la gare dans de bonnes conditions et qu'on prenne en charge les choses volumineuses que les gens pourraient avoir envie de de transporter dans le train. Pardon. Oui, tout à fait. Pour rebondir, chez Ecov, on est un opérateur de mobilité et on développe du coup des lignes de covoiturage pour des courts trajets. Donc, par exemple, domicile-travail. C'est par exemple la ligne qui a été ouverte en premier, ça s'appelle Lane. C'est entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Et donc, il y a des horaires le matin et le soir. Donc, en fait, comment ça marche juste pour un peu comprendre les lignes de covoit. Donc, pour les utilisateurs qui veulent utiliser la ligne, ils se rendent. En fait, les lignes sont développées vraiment comme des lignes de bus, c'est-à-dire qu'il y a un trajet avec des arrêts, différents trajets qui peuvent relier différentes communes à un centre-ville. Et donc, en fait, il y a un passager qui va se rendre à l'arrêt le plus proche, faire sa demande de trajet. Donc, par différents moyens, soit il y a une application, soit par SMS. Sinon, il y a un boîtier c'est des infrastructures physiques qui sont développées, ou bien il y a une assistance téléphonique. En fait, on développe vraiment ça comme un service public partagé. On l'appelle partagé parce qu'il est coproduit par les citoyens, main dans la main avec les collectivités. Et donc, c'est vraiment cette notion. En fait, on ne mise pas sur la précarisation du service public. On veut vraiment travailler, travailler avec les gens qui vont
faire ces trajets pour voir, on répond à leurs besoins. Il y a des études qui sont faites in situ dans les villes où on développe ces lignes de covoiturage pour répondre au mieux aux besoins des gens et aussi vu que c'est des lignes sur la tarification. Donc il y a deux modes, il y a des endroits où on développe ces lignes de covoiturage et où il n'y a pas de tarification, parce qu'en fait un des enjeux aussi des COV, c'est de recréer du lien social, parce que du coup dans des endroits où, comme on dit, il y a peu de mobilité, et parfois ça peut être désincitatif d'avoir des incitations financières pour certaines personnes pour ces lignes de covoiturage. Et du coup on a aussi des incitations financières, donc des indemnisations, des partages de frais classiques, donc c'est par exemple 10 centimes par kilomètre que le conducteur récupère, donc en fait après ça fait une bonne fraction des coûts d'essence, et il y a aussi une indemnisation qu'on appelle indemnisation siège libre, qui est indemnisée par la collectivité. Donc au final il y a aussi des endroits où il y a des indemnisations financières, et aussi pour les utilisateurs, donc les passagers, ça coûterait le prix d'un ticket de bus, pas plus. C'est vraiment l'objectif d'être basé, le but c'est de faire de la voiture un transport en commun. J'espère que je suis claire, c'est un peu... Non, c'est très chouette. Moi, je découvre un acteur, on en découvre tous les jours, mais félicitations pour ça. C'est top, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste ce dont j'ai rien à rajouter, en fait. On en a clairement besoin. Alors nous, je vais peut-être rebondir sur un sujet sur lequel on a travaillé. On est en train de faire une grosse étude, en fait, depuis plus d'1 an là sur les constructeurs automobiles et vraiment qu'est-ce qu'ils font sur le fond. Ce scope-là de l'autosolisme, il commence à le traiter quand même un petit peu, hein, dans les échanges qu'on a vus avec les constructeurs, notamment ça dépend lesquels, mais Renault par exemple, si vous regardez dans leur pub, normalement toutes les pubs Renault, il n'y a plus une personne seule dans une voiture. C'est toujours des voitures qui sont pleines. Alors ça peut paraître rien, on peut dire c'est du greenwashing, etc. Mais malgré tout, c'est plutôt une chose qui est positive, quoi. Et tout le monde ne le fait pas, hein, tous les constructeurs ne le font pas. Pareil pour les SUV, la proportion de pub pour les SUV chez Renault est vraiment faible. Voilà, donc c'est dans le rapport là qu'on va sortir, justement, on passe tout ça en revue. Et Renault est plutôt bien placé. Je ne suis pas payé par Renault du tout, mais voilà. Et ce qui est intéressant dans l'automobile, c'est qu'on a quand même une réglementation qui est quand même relativement forte. Nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est un des rares secteurs sur lequel on exige des réductions de CO2 qui sont colossales. On peut parler des solutions techniques mises en place, etc. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a remarqué, et je pense qu'en termes de comptabilité carbone, en termes de quantification de ces sujets, le grand public ne le sait pas, mais les constructeurs automobiles sont quand même en avance là-dessus. Ils ne le mettent pas du tout en avant dans leur communication. C'est un des trucs qu'on va mettre aussi en avant dans notre rapport, c'est de dire, écoutez, vous avez tout quantifié, quoi. On connaît l'empreinte carbone d'un véhicule chez Renault ou de chez PSA au gramme près, sur telle pièce, etc. Enfin, ça va très très loin. Il y a quand même des ingénieurs qui ont vraiment bien fait leur travail derrière. Mais par contre, ils s'arrêtent là. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucune diffusion en interne de ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire que le pôle environnement, il fait très bien son travail, mais après, ça s'arrête à sa porte. Et quand le marketing du groupe doit prendre le sujet en main, et on l'a constaté c'est vraiment des données primaires là que je vous donne, hein, parce qu'on a eu des échanges avec Renault. Et je pose cette question-là à une dame à la stratégie. Elle me dit, je suis tout à fait honnête avec vous. Ce matin, j'ai reçu un mail du service marketing qui me dit, vos trucs d'ACV, là, on comprend rien. Il dit, nous, il nous faut un chiffre pour mettre dans notre pub et on ne peut pas traiter de sujets systémiques parce qu'on ne comprend rien, en fait. Donc, il y a juste déjà un sujet de compréhension en interne chez ces grands groupes pour essayer de faire avancer la problématique. Donc, c'est pas simple. Voilà, ce que je peux dire qui est de notable qui soit ressorti. Et donc, une réglementation qui est quand même forte, qui pousse à l'électrification. Et là, pour le coup, c'est très clair, hein. C'est-à-dire que le véhicule thermique, c'est fini. Les investissements dans le véhicule thermique, c'est fini. Demain, les voitures seront électriques, ça, il n'y a pas de question. La question, c'est de savoir, la barre de l'hydrogène, ce sera 3, 4, 5 ou 7%. Ça s'arrête là. Et là, je parle bien du véhicule particulier, hein. Après, sur le transport de marchandises, il y a d'autres sujets. Mais moi, je serais rassuré si tous les secteurs économiques avaient une réglementation qui était aussi forte sur le CO2 au niveau européen.
Cette réglementation-là, elle n'existe pas dans la grande distribution, elle n'existe pas dans le secteur du luxe, elle existe encore moins dans le secteur aéronautique, etc. Le BTP. Le BTP. Voilà ce qui me vient. On a beaucoup parlé de prix en fait, sur parce que vous parliez parce que ça rejoint deux sujets qu'on a traités au cours de la semaine là, sur le récit. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le récit du marketing de Renault, c'est-à-dire que le modèle de société qu'on continue à vendre dans la publicité est le modèle passé des 50 dernières années. Et même si les producteurs automobiles sont capables de produire des voitures et d'avoir des arguments pour répondre à la crise et aux critiques qu'on peut leur faire, ils ne les utilisent pas parce que ça ne fait pas partie du récit actuel collectif sur le modèle de société. Et donc là-dessus, sur le récit, parce que l'histoire train-voiture pour partir en vacances, par exemple, qui est une solution qui me plaît beaucoup, parce que moi, j'aime pas conduire, en fait, le coût final est délirant. C'est-à-dire que de prendre des billets de TGV pour aller traverser la France et plus louer une voiture, il n'y a pas concurrence. Je ferais mieux de louer une voiture depuis Paris, quoi. Et ça, c'est un des problèmes. Donc le travail du prix, par exemple, dans une coopérative comme la vôtre, sur le prix du billet, comment vous pouvez mieux vous en sortir que l'opérateur, je ne sais pas si on dit toujours l'opérateur national, je ne sais pas comment on dit maintenant qu'il est... On dit l'opérateur historique. Historique, voilà, c'est ça. Comment on peut mieux s'en sortir? Nous, on est une jeune compagnie ferroviaire. Je pense qu'on a des charges qui vont être différentes. Je pense qu'on va exploiter les lignes aussi de façon différente, avec tout un... Comment dire, un système de production qui va être beaucoup plus territorialisé. Voilà. Grosso modo, nous on sait qu'on va avoir 25% de charge en moins par rapport à la SNCF. Voilà. Au kilomètre, je sais pas comment on... Oui, au kilomètre si on veut, c'est un pourcentage. Au kilomètre si vous voulez. Ouais. Voilà, et donc ça va nous permettre effectivement d'avoir des tarifs un peu plus bas. Par contre, vous aurez une difficulté marketing et une difficulté d'accès à la vente des billets. Comment faut construire un réseau spécifique. C'est un sujet en cours. C'est un sujet en cours. Notre point de vue, c'est que on va faire rouler des trains sur un réseau qui est un réseau commun. On va tous rouler sur le même réseau avec la SNCF, avec les concurrents de la SNCF qui arrivent sur le TGV. Voilà, et c'est ce qui est génial en France d'ailleurs, c'est qu'il y a l'unité de cette infrastructure. Donc, Railcoop et d'autres nouveaux entrants sur le marché du ferroviaire en France vont pouvoir apporter de nouveaux clients. Enfin, j'allais dire, et sans doute plus Railcoop que les compagnies qui vont se positionner en concurrence frontale par rapport au TGV, comme les Espagnols ou les Italiens. Nous, entre guillemets, on peut ramener une clientèle qui est au fond du territoire, qui d'habitude prend pas du tout le train, prend la voiture, et on peut la ramener aussi sur le réseau TGV, parce que bien sûr les gens peuvent changer de train, aller jusqu'à Bordeaux, ensuite prendre un TGV, etc., etc. Enfin, c'est ça l'idée. Voilà, donc on n'est pas en concurrence avec la SNCF. En fait, on est vraiment, on se positionne de façon très complémentaire. Et nous, c'est vraiment le discours de ce projet depuis le départ. Nous, on veut faire du service. On n'est pas là pour gagner de l'argent sur des conditions de mobilité et pour faire une guerre économique à la SNCF. Nous, on veut vraiment qu'il y ait plus de monde dans les trains, en fait. Si je peux juste rebondir là-dessus. En fait, la question du prix, elle est intéressante des moyens de transport. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est quelles externalités ça prend en compte. Et on a la même question sur le billet des prix des billets d'avion. En fait, aujourd'hui, le carburant dans les avions, enfin, je veux dire, il n'y a aucune taxe dessus. Enfin, c'est juste une aberration, quoi. Et donc, à partir du moment où on raisonne dans un système où on prend en compte ces externalités, mais c'est pareil pour l'automobile, hein, si on prend en compte les accidents que ça génère, la pollution atmosphérique, hein, donc pour la santé publique, hein, on en parle moins, on parle beaucoup du CO2, mais tout l'aspect système respiratoire et les maladies que ça engendre. Si on prend le CO2 en compte, en fait, on se rend compte on rabat les cartes complètement. Et c'est vers ça qu'on doit se diriger. Le sujet, c'est que ça va plus augmenter le prix des moyens, si on intègre le CO2 pour la voiture. Là, au niveau européen, on est en train de discuter d'une taxe sur le carbone. En fait, peut-être que vous savez, mais il y a un marché européen du carbone pour les grands sites qui émettent du CO2 en Europe. Donc c'est un système qui s'appelle ETS 1, et donc il y a un projet de ETS 2 qui en gros mettrait une taxe carbone sur les carburants, et donc ça l'effet direct, hein, c'est que ça surenchérisserait le coût des carburants.
Donc ça, en discussion pour une mise en place à partir de 2025. Mais ça, typiquement, si ça arrive, vous rajoutez plusieurs dizaines de centimes d'euros par litre. Mais ça, il va falloir l'expliquer aussi, quoi. On a déjà eu des événements par le passé qui nous montrent que c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut avoir des alternatives à la voiture et des alternatives qui soient compétitives en termes de tarifs et opérationnellement efficaces, quoi. Mais il y a un gros enjeu qui est d'intégrer ces externalités environnementales dans la fiscalité. Et ça, je pense qu'on sous-estime un peu tous les outils possibles et inimaginables. Je travaille là-dessus au quotidien dans l'automobile et on a pléthore de taxes qui sont aujourd'hui contre-productives. Je vais donner un exemple. Quand il y a tout le sujet des avantages en nature. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, ça considère encore, enfin, c'est une certaine partie des populations, mais qui ont une voiture de fonction. Et en fait, on est dans un mécanisme qui, malgré tout, engendre de l'effet rebond, qui encourage à la consommation et qui encourage à avoir des voitures grosses, émettrices, etc. Bon, comment on fait en sorte de flécher cette fiscalité ou ces outils pour les orienter vers des véhicules qui sont plus vertueux. Alors là, je suis pas dans le report modal, etc. Il en faut aussi, hein. Enfin, je veux dire, il faut passer au vélo, etc. Mais je pense que sur la voiture aussi, on peut progresser. Ça, c'est un exemple sur les frais kilométriques, sur plein de choses. Il y a un gros enjeu de fiscalité, ouais, de flécher correctement les rentrées d'argent au niveau de l'État et de les réorienter vers les solutions qui ont du sens. Voilà, là, il y a du travail. Et vous, le prix, il est fixé comment ? Vous avez dit que vous cherchiez à être un prix très faible qui correspondait à un ticket de bus, mais vous avez construit des infrastructures, parce que vous avez des infrastructures numériques, mais vous avez des infrastructures physiques. Vous travaillez avec les collectivités. Donc le modèle, c'est plus un modèle subventionné ou c'est... Du coup, on développe les lignes de covoiturage pour le compte des collectivités publiques. Donc, du coup, effectivement, il y a le financement, les collectivités financent pour l'aménagement. Enfin, du coup, c'est chaque collectivité qui finance pour l'aménagement dans sa collectivité. Donc, on a, oui, des infrastructures physiques, des arrêts, des panneaux lumineux qui disent un passager à temps. Et en plus, ça permet aussi de voir pour les gens qui passent tous les jours devant les panneaux lumineux, ça participe aussi favorablement au changement de comportement, au changement des mœurs, de se dire ah bah tiens, ça fait 5 fois que je passe, que je vois qu'il y a Caroline qui attend, et si demain je la prenais, enfin voilà. Et puis c'est très simple aussi parce qu'il y a l'application, mais on peut prendre quelqu'un sans avoir téléchargé l'application. C'est-à-dire qu'il y a un système de préinscription qui est très simple. Dès qu'on a pris quelqu'un, on récupère juste le téléphone, et ce qui fait qu'il y a aussi, comme ça, c'est aussi un peu sécurisé parce que il y a aussi des arguments, ça pourrait être dire d'accord, bon bah très bien, mais c'est comme, il y a aussi des détracteurs qui peuvent un peu avoir peur de la sécurité. Donc voilà, il y a aussi tout ça, on essaie de tout prendre en compte, et en fait tout est réfléchi de A à Z, un peu comme d'autres opérateurs de mobilité, comme la RATP avec la région Île-de-France. Et nous, c'est un peu c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vend comme service aux collectivités pour le covoiturage. Et juste pour rebondir, tout à l'heure, tu parlais de mesures. Et donc, en fait, nous aussi, ce qu'on porte, c'est que la mesure, elle est faite du coup au niveau des véhicules. Et on aimerait défendre aussi la mesure en termes de personnes qui se déplacent. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de faire déplacer non pas des véhicules, mais des personnes. Donc aussi l'impact, c'est pour ça qu'on cherche aussi que le taux de remplissage des voitures soit remonté, d'avoir plus de transparence sur ces chiffres. Parce que déjà, pour faire des politiques publiques, il faut des mesures, il faut des chiffres. Et donc on aimerait bien, par exemple, même après, tu parlais de Renault, qui est aussi assez en amont sur le développement, même des réflexions sur les véhicules autonomes, etc. Et donc l'enjeu là, ça va aussi être sur l'usage, comment utiliser ces véhicules autonomes, sur la question des taux de remplissage, que ça soit automatisé, qu'on utilise aussi ces nouveaux véhicules comme des vrais transports en commun. Et c'est aussi... Est-ce que je peux rebondir rapidement ? Est-ce que vous fléchez vos incitations, vos rémunérations là, pour les personnes en fonction du type de véhicule ? Parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'une personne qui a un véhicule électrique récupère plus ou ait un avantage quelconque qui soit supérieur par rapport à une autre personne. En plus. Écoute, pour l'instant, pas à ce que je sache, mais il y a peut-être des réflexions sur le sujet. Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant. S'il y a des questions, on peut. Ouais. Poser des questions dans le micro, sinon c'est pas Merci, bonsoir. Du coup, moi j'avais une question pour rebondir sur le prix à Railcoop et à Ecov directement. La première question, elle s'adresse à Railcoop. Comment est-ce que, parce que du coup les locomotives que vous prévoyez d'acquérir, elles sont pour le moment en thermique.
donc peut-être expliquer pourquoi. Et parce que j'imagine que c'est par rapport au marché de l'occasion sur ces trains-là, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Est-ce que vous prévoyez dans le prix plus tard des billets d'intégrer aussi une augmentation, taxe carbone ou évolution future? Et comment est-ce que vous vous placez vis-à-vis des SNCF Réseau sur une possible évolution de ça? Est-ce que SNCF Réseau prévoit un jour d'électrifier ces lignes-là pour décarboner le bilan de Railcoop? Comment est-ce que vous vous placez là-dessus? Et du coup, même question à ECOV, est-ce qu'un jour vous prévoyez cette évolution de prix-là dans votre prix? Est-ce que là vous serez sur une incitation du coup pour baisser, continuer à maintenir un prix qui soit accessible pour le grand public? Ou est-ce que plutôt vous vous orienterez vers une incitation à l'achat de voitures électriques par vos utilisateurs? Merci. Oui, pour parler du Lyon-Bordeaux, qui est la première ligne qu'on va exploiter à partir de décembre 2022, effectivement, la ligne, elle n'est pas électrifiée sur tout le trajet. Il n'y a que certains tronçons qui sont électrifiés, donc ça nécessite d'avoir des locomotives qui soient capables de rouler avec les deux types d'énergie, en fait. Voilà, alors c'est vrai que si SNCF Réseau prenait la décision d'électrifier toute la ligne, ça serait une super nouvelle, ça c'est clair. Quelle serait la répercussion sur les billets? Concrètement, je ne sais pas très bien, mais effectivement, il faudrait y réfléchir. Voilà, je ne sais plus quelle était la question en fait. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Non, pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas là du tout. Avec SNCF Réseau, pour l'instant, on en est à planifier le nombre de trains qui va rouler quotidiennement, chaque semaine, etc. On est dans des discussions pour obtenir l'intégralité des sillons que nous avons demandé à SNCF Réseau et que SNCF Réseau doit nous fournir. La raison pour laquelle on a reporté le début d'exploitation du Lyon-Bordeaux de 6 mois, c'est parce que SNCF Réseau n'a répondu que partiellement à notre demande de sillons, en gros à hauteur de 55-60%. Et du coup, on a décidé de reporter l'ouverture de service, parce qu'en fait, avec des sillons à hauteur de 55-60% par rapport à ce qu'on pensait exploiter, en gros, on n'y est pas par rapport à notre modèle économique. Et voilà, donc on s'est laissé 6 mois pour essayer de poursuivre les discussions avec SNCF Réseau et pour réussir à faire en sorte d'avoir nos sillons à hauteur de 100%. Voilà. Ils nous ont répondu en partie sur des sillons qu'on appelle des sillons dégradés. C'est-à-dire que, par exemple, à certains horaires, SNCF Réseau nous a répondu en fait, là, vous n'allez pas pouvoir faire Bordeaux-Lyon, mais vous allez pouvoir faire que Montluçon-Libourne, par exemple. Voilà. Bon, Montluçon-Libourne, dans notre modèle économique, c'est pas possible, ça nous intéresse pas. Voilà. Alors, les raisons, elles sont sans doute multiples. Voilà, les raisons sont multiples. Je pense qu'il y a des raisons techniques. Organiser des sillons, c'est assez complexe. La ligne, elle est longue. Il y a des endroits, il y a des points de croisement avec d'autres lignes, avec la route, etc., etc. Je pense qu'effectivement, il y a aussi une question d'état de la ligne. Peut-être que par endroit, la ligne n'est pas forcément capable de supporter l'intégralité des sillons qu'on a demandé. Voilà. En fait, ça pose la question, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, de la façon dont SNCF Réseau s'est préparé à cette ouverture à la concurrence. Et il est vrai, je pense qu'on est en train de découvrir, entre guillemets, qu'effectivement, SNCF Réseau serait vraisemblablement pas en capacité de répondre à la demande de nouveaux opérateurs sur l'intégralité des lignes existantes, parce qu'il y a plein de lignes qui ne sont pas en très bon état. Voilà. Donc ça nécessite en fait de déployer des chantiers de remise en état à plein d'endroits, et du coup ça affecte les sillons en fait. Sur le réseau grande vitesse, quand on fait des chantiers, on les fait la nuit quand le TGV ne roule pas. Sur les réseaux lignes classiques, en fait, les chantiers ne se font pas la nuit, ils se font le jour, parce que je pense que c'est moins coûteux pour SNCF Réseau, et du coup, ça impacte le trafic. Je pense que vraisemblablement, voilà, on est un peu, entre guillemets, victime de ça. Après, il y a sans doute d'autres facteurs, je ne développerai pas, mais
On espère. Normalement, nous, on doit pouvoir rouler en fait dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Voilà, on a eu notre certificat de sécurité ferroviaire. Ça, c'est une super nouvelle qui va être officialisée là. On le sait depuis 24 heures. Enfin, même pas 24 heures d'ailleurs, mais c'est officiel. On a notre certificat de sécurité. Donc aujourd'hui, on a la licence, on a le certificat de sécurité. On doit pouvoir faire rouler des trains. Voilà. Donc on espère que dans les mois et les semaines à venir, SNCF Réseau va pouvoir répondre plus favorablement à notre demande. En attendant, on lance le service fret, donc départ premier train lundi prochain, avec un système de micro-fret. Aujourd'hui, en fait, il y a des entreprises qui transportent leurs marchandises avec le fret en France. Il n'y en a pas beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, on est très mauvais élèves. Et en fait, nous, notre projet, c'est de faire du micro-fret, c'est-à-dire c'est dans les bassins d'emploi, aller voir toutes les entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises, qui aujourd'hui ne sont pas du tout clientes du fret, parce qu'en fait, c'est complètement en dehors de leurs moyens financiers, et de monter une offre qui soit une offre qui permette de transporter au sein d'un même wagon des marchandises venant de toutes ces petites entreprises. En gros, c'est on partage un wagon, on met le matériel et les marchandises dans un même wagon et on fait partir le train quand le wagon est plein. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle le micro-fret. Et ça, c'est une offre qui aujourd'hui n'existe pas du tout en France. Et nous, on y croit beaucoup. C'est complètement dans notre logique de développement territorial de ce projet. En fait, c'est d'essayer d'aller voir tous les acteurs du territoire, d'identifier des besoins, et puis de voir comment on peut proposer un système qui permette de créer une vraie alternative à la route. Aujourd'hui, pour une entreprise, le plus simple, c'est de se mettre en relation avec un transporteur routier, et c'est ce qu'il y a de moins cher aussi. Voilà. Et du coup, vous êtes plutôt slow motion, c'est-à-dire que vous allez avancer, parce que le temps que le wagon soit plein, c'est-à-dire que c'est aussi un autre mode de réflexion par rapport à tout doit aller vite, tout doit être livré en 24 heures, en 10 minutes ici. Ce qu'on veut sur le fret, c'est aussi créer de la régularité assez rapidement, c'est-à-dire avoir des horaires fixes dans la semaine avec des trains qui partent à une heure fixe tel jour, et du coup créer une sorte de régularité qui soit rassurante pour les entreprises. Les entreprises, elles ont besoin, elles veulent que leurs marchandises soient transportées en sécurité, que les matériaux arrivent à l'heure, etc. C'est hyper important pour la vie des entreprises, donc il faut pouvoir répondre très sérieusement à cette demande-là. Et donc l'idée, oui, c'est de créer de la régularité, et puis le temps passant, voilà, créer des relations de confiance avec les entreprises que sans doute aujourd'hui elles ont avec les transporteurs routiers. Et du coup, il faut exploiter ce marché fret qui est un marché vraiment à construire. Donc là, c'est ce qu'on a fait en fait autour de Cap-de-Nac. C'est la Cap-de-Nac Figeac, c'est la vallée de l'aéronautique, Aérovallée. C'est un peu un paradoxe, hein, je sais. Voilà, mais c'est bien quand même. Donc on va sans doute transporter beaucoup de pièces effectivement pour l'aéronautique, mais peu importe. J'ai plus en tête les chiffres précis du nombre de camions qui font le trajet Toulouse-Figeac aujourd'hui, mais c'est vraiment très important, et donc l'idée c'est de pouvoir transposer ça sur le rail. Voilà, donc en fait, pour y arriver, pour démontrer que ce modèle économique peut tenir, nous, notre idée, c'est vraiment de nous implanter dans le territoire. Donc Figeac, c'est aussi l'endroit où se trouve le siège social de Railcoop. Bon, le projet est né dans le Lot, c'est un peu à hasard, etc. Voilà, mais donc du coup, on a vraiment un ancrage territorial. On est sur un temps long dans la connaissance de toutes les entreprises de ce bassin d'emploi. Et petit à petit, on espère pouvoir gagner ces fameuses parts de marché sur le camion. Voilà. Côté électrification, nous, on n'a pas la main, en fait, parce que nous, on est une compagnie ferroviaire, on va faire rouler des trains, mais par contre, les choix politiques, techniques sur l'entretien du réseau, en fait, on n'a pas la main là-dessus. Voilà. Et j'allais dire, malheureusement, alors je ne sais pas trop ce qui s'est raconté aujourd'hui là-dessus à la COP26, mais nous, notre point de vue, c'est que, c'est qu'en fait, encore une fois, on a ce patrimoine ferroviaire, ces voies ferrées, ces gares un peu partout sur le territoire. Il faut injecter de l'argent massivement pour remettre en état progressivement ces lignes. On a un outil de mobilité qui est quand même assez fantastique. On a le terrain, les infrastructures existent déjà, c'est génial. C'est un point de vue personnel. Moi, j'adore prendre le TGV, on l'a tous pris. Hein. Mais là, le projet
Bordeaux-Toulouse qui vient d'être annoncé. J'ai plus les chiffres en tête non plus, c'est trop tard pour moi pour les chiffres là ce soir, mais je ne sais pas combien de milliards ça coûte, c'est exorbitant. Voilà. En plus, il va falloir récupérer du foncier, on va porter atteinte à la biodiversité sur tout le trajet. Voilà, enfin, on connaît à la fois le coût et l'impact sur l'environnement de ce type de projet. Tout ça pour gagner, je crois, 16 minutes, 20 minutes, c'est ça à peu près sur le trajet. Bon, est-ce que l'urgence aujourd'hui, très bien, cette ligne TGV, très bien, moi je comprends que les élus la demandent, je comprends même que les gens la veuillent. Aujourd'hui, si on est vraiment dans l'urgence pour faire cette transition écologique et sociale, très honnêtement, cet argent-là, il faudrait vraisemblablement mieux l'investir sur les lignes existantes. Oui, ou électrifier, exactement, ouais. Du coup, je suis pas sûre de la question, c'était dans quelle mesure notre grille tarifaire conditionne le passage à l'électrique, c'est ça? Ou... Ok. 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 Alors en fait, nous, comment dire, le prix c'est vraiment des, tu vois, comme je disais, des indemnités. Et il y a même parfois, le service peut être gratuit dans des collectivités où en fait le lien social, ça peut en fait, une des motivations pour utiliser les lignes de covoiturage, c'est aussi, voilà, le lien social dans les collectivités, etc. Donc parfois il n'y a pas il y a pas, c'est gratuit pour pas faire en sorte que ça soit contre-productif. Mais mais, mais en tous les cas, nous, ce qu'on appuie, c'est que les gens, en utilisant, les usagers, en utilisant notre service, font des économies d'argent pour les usagers. Quand on n'utilise pas sa voiture, il y a même une utilisatrice qui est passagère sur notre ligne, justement, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, qui a dit qu'elle avait réussi à revendre sa voiture parce qu'elle utilisait tous les jours le service et qu'elle pouvait se rendre au travail et que de fait, elle avait pu vendre sa voiture. Donc, en fait, encore une fois, on est moins sur la techno que sur l'usage et sur. Donc il y a des incitations financières, comme je dis, des subventions, mais c'est vraiment pas. Puis en plus, c'est plus du ressort des collectivités. Donc je sais pas, c'est pas tant dépendant du coût de l'électricité en tant que tel. C'est voilà. J'espère que ça répond à ta question. Alors, je ne sais pas exactement sur tous les réseaux, mais sur Lane, donc entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, c'est plus d'une centaine d'utilisateurs par jour. J'ai peut-être plus de chiffres. On a plus de 5000 inscrits sur la ligne, ouais, c'est ça, et des centaines d'usagers quotidiens. Comme je disais, avec moins de 5 minutes d'attente le matin. Donc c'est quand même, dans des collectivités en zone rurale et périurbaine, c'est même plus compétitif que le bus, parce que même, j'ai le chiffre là, mais par exemple, pour qu'un bus soit effectif tant au niveau impact environnemental et puis c'est un coût de développer des transports en commun, il faut que ce bus soit rempli à hauteur de 60%. Or, il y a beaucoup de bus qui tournent aussi. Enfin, moi, ça m'arrive de prendre le bus à Paris le soir où c'est peu rempli, on est 4 dans le bus. Je veux dire, ça a aussi un impact. Et aussi, on a fait des études pour un peu monétiser les places libres dans les voitures sur ces déplacements quotidiens. Et les places libres, si on les monétisait de ce que ça coûte pour une ville de faire des places de bus, ça représente 45 milliards d'euros par an qui sont du coup pas exploités par les collectivités et qui peuvent être utilisés en faisant, comme on disait, en utilisant, en remplissant ces voitures. Et donc vraiment, encore une fois, cette notion d'usage, elle est vraiment, et de taux d'occupation, elle est, et elle n'est pas dans les agendas politiques. On discute du passage à l'électrique, on discute, mais voilà, le taux d'occupation, c'est quelque chose. Et bien sûr, même s'il faut promouvoir le passage à l'électrique, bien sûr, mais encore une fois, c'est la techno. Et qu'en est-il de l'usage? Donc oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pour rebondir justement sur plusieurs choses qui ont été dites, donc sur la partie ferroviaire, à la fois avec l'électrification, comment dire, le côté, l'avance française du secteur, et puis l'hydrogène qu'on a mentionné avant, par rapport à Alstom justement, qui est pionnier justement sur le train hydrogène. Alors donc, déjà rappeler les limites sur le fait qu'actuellement, vu la production d'hydrogène en France, c'est pas spécialement mieux en termes de bilan carbone que des locomotives diesel, donc il n'y a pas grand-chose à gagner à court terme. Mais il y a des inerties assez longues en termes de durée de vie des locomotives, donc si ça progresse à 10-15 ans, ça pourrait avoir un intérêt.
Et puis aussi en termes de coûts, actuellement c'est plus élevé, mais là aussi il y a des perspectives d'évolution. Donc en fait, je voulais demander, vu que l'électrification des lignes, c'est pas de votre ressort et on ne pourra pas toutes les électrifier parce qu'il faut qu'il y ait un passage suffisamment dense des trains pour que ça vaille le coup. Et donc il y aura besoin d'avoir un recours à l'hydrogène et finalement c'est très limité en termes d'intérêt dans l'automobile, mais c'est sûrement dans le ferroviaire qu'il y a le plus à en faire. Et en fait, je voulais demander si vous avez justement des contacts avec Alstom par rapport à ce qu'ils sont en train de développer en termes de trains hydrogène et quelles étaient les conditions pour que dans votre modèle économique, vous puissiez l'intégrer pour avoir une décarbonation qui aille encore plus loin, au-delà d'avoir le transfert modal qui déjà permet de décarboner, mais d'avoir un transfert modal vers des trains bas carbone. Alors, on a des contacts avec Alstom, oui. Sur ce projet-là spécifiquement, en ce moment, je ne sais pas très bien répondre à votre question. On a parmi nos sociétaires des gens qui développent ce type de projet, un projet expérimental en Occitanie, sur une navette légère à l'hydrogène. Voilà. Donc, oui, il y a pas mal de réflexions sur la question de savoir si on doit passer à l'hydrogène ou pas. Voilà, bon, personnellement, je n'ai pas d'avis précis en fait sur ce sujet-là. Je dois dire que je pourrais en fait on pourrait faire passer cette question à l'équipe opérationnelle de Railcoop qui travaille spécifiquement là-dessus. Enfin, pour l'instant, nous, on n'est pas sur cette option-là, mais je pense qu'on va y arriver sans doute à moyen terme. Dans quel délai, je ne sais pas. Pour l'instant, nous, on est vraiment une jeune compagnie ferroviaire, donc là, on va essayer d'atteindre l'objectif de faire rouler des trains. Déjà, ça sera super. Et d'avoir des sillons. Exactement. Enfin, c'est vrai que on se rend pas compte, mais en fait, monter une compagnie ferroviaire en 2 ans, c'est énorme. Je pense que ça ne s'est jamais passé. Enfin, c'est pas je pense, ça ne s'est jamais passé dans ce pays. Voilà. Donc, effectivement, la première étape, c'est de faire rouler des trains. Après, les questions que vous posez, oui, bien sûr, on a des réflexions sur l'hydrogène, mais pour l'instant, c'est pas notre sujet. Enfin voilà, c'est dans les tuyaux. On verra pour les services ferroviaires dans les années à venir. Mais pour l'instant, on part avec des trains classiques. Et puis, on verra comment on arrive à évoluer par rapport à ces choix technologiques. Pierre-Louis, sur l'hydrogène. Non, sur l'hydrogène, enfin, on se connaît très bien avec Loïc, mais non, il est clair que l'hydrogène, moi, je veux dire ce que je connais sur l'hydrogène, mais dans la mobilité légère, il faut complètement se le sortir. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas une solution. Et je suis assez. Bon, j'étais à la PFA cet après-midi, à la plateforme automobile, qui est un des deux représentations du secteur en France. Et cette plateforme-là commence à comprendre que l'hydrogène, ça sent un peu le roussi dans l'automobile, quoi, quand même. Hein. Mais il y avait des. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène, c'est une opportunité de reconversion qui est assez facile pour le secteur automobile, parce que il faut bien comprendre que la batterie, c'est juste, on se rend pas compte, hein, une pile, mais c'est des compétences et des savoirs qui sont juste colossaux, qu'on a peu ou pas en France. On est matériaux difficiles d'accès. Sur la fabrication. Alors il y a la question des matériaux que je connais très très bien et sur laquelle je peux vous renseigner un petit peu, mais juste sur la question juste de fabriquer des batteries, quoi. Et donc en fait la conversion elle est beaucoup plus simple de fabriquer des réservoirs d'hydrogène, même s'ils sont en fibre de carbone. Bon, on a quelques savoirs là-dessus. Enfin voilà. Et donc la solution de facilité, c'était un peu de dire bon, on va arrêter de faire des lignes de moteurs diesel ou de dépollution de moteurs diesel, et on va faire des piles à combustible avec des réservoirs à hydrogène, etc. Et puis ça se présente bien. Le gouvernement a investi dessus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais en fait, moi, je suis absolument convaincu que c'est pas ça qui va se passer. Hein. On passe vers une électrification qui va être massive. La batterie, en analyse de cycle de vie, c'est la meilleure solution dans l'automobile. Hein. Si je raisonne encore une fois sur le pur produit, sur le choix de motorisation, qu'est-ce qu'on a, c'est ce qu'il y a de mieux. Sur les batteries, parce que ça c'est vraiment mon spectre premier de formation et de champ de compétences. Sur les batteries, il y a une question sur les approvisionnements matériaux. En fait, ce qui se passe, c'est que on a différentes. Je vais vous rentrer un petit peu dans le détail, mais sans aller trop loin. On a différentes chimies de batteries disponibles. Et il y a 2 grandes familles de batteries lithium-ion. On a d'un côté des batteries qui utilisent du nickel et du cobalt,
c'est celles qui sont les plus performantes et qu'on retrouve aujourd'hui principalement dans les automobiles. Et de l'autre côté, on a une autre chimie de batterie avec du lithium, du fer et du phosphate qui est un peu moins performante, mais qui est intéressante parce qu'en termes de matériaux, c'est des matériaux qui sont abondants, dont on sait qu'on en a beaucoup, qui sont mieux répartis sur Terre, etc. Aujourd'hui, les clients, les automobilistes, ils veulent des voitures électriques qui ont des autonomies records parce que c'était la crainte de tomber en panne, etc. Ce qui fait qu'on a orienté le choix des chimies de batterie sur la première version avec du nickel et du cobalt. Le cobalt, il y a des enjeux éthiques en République démocratique du Congo. Alors, a priori, ça concerne une petite fraction de la production, mais quand même, de fait, c'est un sujet. Et le nickel, il est réparti dans quelques endroits du monde et principalement en Indonésie. Donc, en fait, il y a 10 mines en Indonésie qui vont extraire tout le nickel pour fabriquer toutes les batteries dans le monde, quoi. Donc il y a une grosse pression locale sur ces sites miniers, et il y en a 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui sont chinois. Voilà. Donc il y a des enjeux de géopolitique et de dépendance qui sont forts. En fait, moi ce que j'essaie de faire comprendre, je fais aussi un peu de vulgarisation pour l'automobile et sur ces enjeux techniques. Si on veut être plus résilient sur les batteries qu'on choisit, etc., il faut, moi, c'est ce que je porte, mais il faut s'orienter sur la chimie de batterie là, qui est un peu moins performante. Ça va se traduire par une voiture qui a un petit peu moins d'autonomie, quoi. Mais en fait, ça, c'est des matériaux qu'on pourrait sourcer en Europe, dont on a à disposition en Europe. En fait, on se rend compte qu'en Allemagne, on a du lithium. Dans toute la géothermie là, qu'on a dans la vallée du Rhin, il y a une forte concentration en lithium dans l'eau. Ça, on s'en est rendu compte tard. Et en fait, c'est un lithium qui serait vraiment pas cher du tout à exploiter parce que la géothermie est déjà rentable en Allemagne. Donc en fait, on pourrait avoir un lithium qui serait très compétitif à ce niveau-là. Donc c'est intéressant, sans trop d'impact. Et puis le fer phosphate, là, on en a aussi en Europe. Donc en fait, ça pose la question des indicateurs. Quand vous qualifier l'impact environnemental d'un produit, quels indicateurs vous mettez dessus et quelles concessions le client il est prêt à faire sur ce choix-là. Est-ce que si je vous mets deux voitures là avec ces deux chimies de batterie là, bon bah c'est les mêmes, hein, visuellement c'est les mêmes, mais il y en a une il y en a une qui fait 400 km d'autonomie et l'autre 300. Elles sont à peu près au même prix. Par contre, celle qui est à 300, environnementalement parlant, elle a sur certains indicateurs, elle est plus intéressante. Quel va être le choix du consommateur ? Mon indicateur consommateur, ce serait le temps de recharge. C'est pareil. En fait, quand vous commencez à questionner les choix des batteries, c'est que des compromis, en fait. Donc, si vous allez sur des batteries performantes qui se rechargent vite, qui sont légères, avec une grosse autonomie, etc., derrière, vous êtes obligé de faire des concessions sur les matériaux que vous employez. Voilà. Bon, ça, c'est pour résumer très rapidement le sujet. Et ensuite, il y a une grosse partie que les gens ne savent pas, et moi que je trouve intéressante, c'est que les batteries, on sait les recycler, on va les recycler, et on a un intérêt économique à le faire, et c'est peut-être la première fois où on va avoir une filière du recyclage qui va être rentable, et ça, j'ai de gros espoirs là-dessus. Alors, je me trompe peut-être, mais ça, c'est relativement intéressant, parce qu'une batterie lithium-ion, comme on a dans les premières générations de voitures électriques, on sait techniquement la recycler jusqu'à 90%. L'enjeu, c'est de savoir si ça va être rentable ou pas. Et aujourd'hui, c'est rentable à hauteur de 60%, en fait, qu'on récupère les matériaux qui ont le plus de valeur. Tout l'enjeu, c'est de mettre une réglementation là-dessus. Et c'est ce qu'on est en train de discuter aussi au niveau européen en ce moment. Là, il y a un gros sujet sur les batteries qui est en train d'être porté pour augmenter ce taux-là. Et donc, il n'y a que la réglementation pour dire aux acteurs, bon, bah, vous allez recycler vos batteries à hauteur de 60%, 70% ou 80%, même si ce n'est pas rentable, vous êtes obligé de le faire. Mais ce sera quand même a priori rentable. Donc il y a un enjeu d'industrialisation de cette filière de recyclage des batteries, parce qu'aujourd'hui on est epsilon par rapport aux Chinois qui ont eux développé cette filière-là. Donc il faut absolument qu'en France et en Europe on développe ça. Et puis c'est aussi un enjeu de résilience et d'indépendance. Si on recycle nos batteries, en fait c'est un vivier de matières premières qu'on peut réinjecter dans des batteries. Et on sait faire, hein, refaire des batteries neuves avec des batteries recyclées, ça on sait faire aussi. On commence à savoir le faire et on va... Alors, il y a de la chimie derrière et ça, c'est pas aussi propre que le train, hein, mais a priori, on va savoir le faire. Voilà. Après, c'est l'action politique. Enfin, typiquement, le plan hydrogène, là, il aurait mieux fallu le mettre sur le recyclage des batteries, quoi. C'est juste... voilà.
fait, juste l'hydrogène, enfin, je peux peut-être faire une parenthèse là-dessus, mais l'hydrogène, aujourd'hui, on l'utilise en France, on produit 900 000 tonnes d'hydrogène. On l'utilise pour faire des engrais, on l'utilise pour dessoufrer les carburants. Donc, en fait, quand vous consommez de l'essence, vous consommez indirectement de l'hydrogène. Carburant, et on l'utilise aussi beaucoup dans la... Alors, pas encore, mais donc voilà, ça, c'est les deux gros viviers, hein, si je ne me trompe pas. Et l'hydrogène, il aurait un intérêt, c'est ce que vient de dire Loïc, dans la chimie, vraiment, la chimie de base. Même pour produire des batteries, il vous faut de l'hydrogène en entrée. Et donc il faut absolument que cet hydrogène-là il soit décarboné. Il faudra quand même toujours des engrais. Donc si on peut décarboner l'hydrogène qui permet de faire des engrais, c'est intéressant. Et on peut surtout faire de l'acier bas carbone avec de l'hydrogène décarboné au lieu d'utiliser du charbon. Là. Ça, on pourrait le faire en Europe. Donc il faudra de l'hydrogène décarboné ouvert, mais pas dans la mobilité, quoi, dans la chimie. On n'a pas fait le tour de la question, on le savait qu'on ne le ferait pas, mais on va bientôt se quitter. Mais moi, je voulais revenir sur la genèse de vos projets, à tous les trois, associations, ou pourquoi une coopérative, qui, quoi, comment, le lot, ça m'intéresse. Et puis vous aussi, donc on commence par vous. Oui, l'histoire du projet, c'est un groupe qui tout simplement, de façon très pragmatique, a fait ce constat que dans le Lot, il y avait des gares, des voies ferrées et que le train ne roulait plus. Donc c'est un peu une idée folle au départ, de se retrousser les manches et de se dire on va créer une compagnie ferroviaire et on va le faire sous forme coopérative. Je pense justement pour nourrir beaucoup le projet de la dimension citoyenne, de l'énergie des gens. Je pense qu'il y a vraiment une attente sur ce projet. Je pense que les gens qui aujourd'hui, les personnes physiques qui investissent, qui prennent des parts dans Railcoop aujourd'hui, ce sont des gens qui ont vraiment envie de voir le service ferroviaire renaître près de chez eux. Donc c'est un projet qui, encore une fois, est très ancré dans le territoire. Et pour nous, le choix de la coopérative était très important pour pouvoir s'appuyer sur cette attente citoyenne et puis aussi pour pouvoir faire rentrer dans la coopérative, dans son sociétariat, à la fois des entreprises, mais aussi des collectivités. Il y a des collectivités qui nous rejoignent, des villes, des agglomérations. Là, il y a la région Grand Est, il y a quelques semaines, qui vient de nous rejoindre. Et ça, ça donne aussi un poids intéressant à notre projet. Ça démontre, encore une fois, quelle est cette attente forte localement pour le ferroviaire. Et en gros, il y a un peu un côté aussi l'union fait la force. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'effectivement, à l'origine, c'est un petit groupe de personnes et que c'est une appétence à la fois pour le ferroviaire et pour le territoire. Et puis surtout, une envie d'apporter des réponses concrètes à la transition écologique et sociale. Louis-Pierre, je vous ai appelé par le bon prénom cette fois-ci. Hein. C'est à la fin du débat que j'ai réussi à le mettre dans l'ordre. Pas de souci. Puis quand on reviendra la prochaine fois, ce sera... non, le collectif, en fait, comment résumer ça trivialement? Nous, alors, il y a une étude de Carbone 4, peut-être que l'entreprise parle à certains, je pense, ici, qui dit qu'en fait, si on veut atteindre les engagements de Paris, l'accord de Paris, il faut qu'un Français, son empreinte carbone, elle passe de à peu près 11 tonnes 5, 12 tonnes à 2 tonnes, division par 6. D'ici 2050. Et que donc ça fait une réduction de 80%, 84%. En fait, ça, aujourd'hui, si on veut le faire individuellement, on peut atteindre que 20% de réduction individuellement, quoi. Tout le reste, c'est la société, c'est les entreprises, l'inertie du système, etc. Donc en fait, ça reboucle un peu sur ce qu'on fait nous au niveau du collectif. On sait très bien que l'échelle individuelle, elle est nécessaire, mais qu'il faut aussi aller voir nos acteurs économiques, leur mettre la pression, leur dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Et dans plein de grands groupes encore, c'est juste, on est très très peu avancé sur ces sujets-là. On a beaucoup de mal à faire arriver les termes de sobriété. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tout est économique en fait, mais vraiment tout. Donc la sobriété, c'est hors de question. Dans une entreprise, vous parlez de sobriété, vous vous faites jeter parce que économiquement, c'est pas rentable, c'est pas viable. Voilà. Donc en fait, il faut arriver, ce qui est assez paradoxal, mais il faut arriver à rentrer dans le champ un peu économique pour se dire, bon, où sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions un petit peu novatrices, etc. Et ça, c'est tout l'enjeu d'une personne qui va être dans un grand groupe et qui se dit, j'essaie de faire changer les choses de l'intérieur. Et il y en a plein, je veux dire, il faut bien vivre aussi. Nous, on est militants, mais il y en a qui font le choix d'aller dans des gros groupes, d'autres non. Et ça, alors, on est à l'origine
d'un projet qui s'appelle Les Collectifs. On s'est rendu compte, je ne crois pas que je vous l'ai dit, parce que j'avais une autre intervention ce matin, mais en fait, on s'est rendu compte dans les grands groupes qu'il y avait des initiatives de salariés qui se disaient, donc qui étaient conscients du sujet, assez souvent des ingénieurs malheureusement, qui font des analyses de cycle de vie, notamment chez Michelin, c'est l'exemple qui me vient en tête, et des ingénieurs de chez Michelin qui disaient, mais en fait, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, quoi. Ils quantifient très bien, et après, quand il faut prendre les décisions et aller plus loin sur la réduction, là, c'est compliqué. Donc ils se sont réunis le midi, ils commençaient à se réunir, les 3-4 ingénieurs chez Michelin, en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre direction pour aller plus loin. Ça a donné lieu à la naissance de collectifs environnement. Chez Michelin, ils sont plus de 100 aujourd'hui. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait ces mouvements-là qui apparaissaient dans plein de grandes entreprises. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis en commun, en fait. Et on a créé une association qui s'appelle Les Collectifs, qui est un collectif de collectifs, et qui défend les enjeux écologiques dans les grands groupes. Mais ça vient vraiment des salariés. Ça, on estime que c'est une grande chance parce que la transition, elle va être, si je reviens sur les transports, il y a des reconversions qui sont juste monstrueuses, hein. Enfin, sur des secteurs d'activité, c'est une telle transformation, on ne se rend pas compte, l'électrification, enfin, là, c'est juste monstrueux. Je pense que le grand public ne s'en rend pas compte. Et donc, comment on convertit ces gens qui sont sur des lignes, ces opérateurs, etc., ça fait 20 ans qu'ils font la même chose, comment on leur explique le problème, etc. Si en interne chez eux, ils ont d'autres collègues et qui sont un peu au fait et qui disent bah non, regarde, il faut qu'on change parce que ceci, parce que cela, ça va aller beaucoup plus vite. Et le message qu'on porte, nous, aux dirigeants, quand on les rencontre, c'est de dire mais ces collectifs de salariés, là, pour vous, c'est une opportunité en termes de temps, de gain d'argent. Vous n'avez juste pas formé vos salariés. Ils sont déjà proactifs eux-mêmes. Écoutez-les, considérez-les, donnez-leur des moyens et votre transition en interne, elle va aller beaucoup plus vite et vous allez en tirer parti. Donc ça, c'est un truc, par exemple, qu'on essaye de pousser dans les grandes entreprises. Voilà. Nous, franchement, on essaie de faire tout ce qu'on peut. On a la chance, en fait, d'être des étudiants de grandes écoles. Et on en joue, en fait. On est très humble sur ce qu'on peut faire. Mais ce qui est triste, c'est qu'on est écouté parce qu'on sort de telle école. Et donc, de dire au ministre des Transports, parce qu'on l'a rencontré, écoutez, nous, Total, on va pas forcément aller travailler chez eux, peut-être falloir qu'ils se posent des questions, etc. Ça met une pression quand même qui est assez importante. Et ils sentent bien chez Total que... C'est plus la fuite des cerveaux à l'étranger, là c'est la fuite des... Exactement. C'est l'échappement des cerveaux. Quoi. Et c'est une vraie question, hein. Les grands groupes se disent comment est-ce qu'on va attirer les jeunes demain parce que ils commencent à comprendre le problème. Là, je vais faire une intervention au mois de décembre chez Orange. Orange, en fait, ils nous invitent pour essayer de créer un électrochoc au niveau de leur jeune génération, pour que les jeunes générations qui travaillent chez Orange soient moteurs sur ces sujets-là. Et nous, on n'est pas bêtes. On sait très bien que Orange a envie de recruter des personnes motrices sur ces enjeux et que donc, du coup, s'ils nous demandent d'intervenir, c'est peut-être un peu pour ça aussi. Donc on va se permettre d'être très critique sur leur feuille de route et on va forcément regarder avant d'aller chez eux leur stratégie extra-financière pour leur dire que la 5G, c'est pas forcément une bonne idée et qu'il faut aussi ils bougent et que c'est pas que les jeunes chez Orange. Ce qui est important, c'est et on remarque qu'on crée des choses intéressantes quand il y a des ponts qui se font entre des personnes à la stratégie et les jeunes dans les entreprises. Voilà. Moi, je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire, quoi. Et ça marche plutôt bien. Après, c'est jamais assez rapide parce qu'il y a une urgence qui est folle et qui est monstrueuse, mais bon, il faut bien commencer à un endroit. Voilà. Et on est en train de travailler sur un plaidoyer là pour les élections 2022 qu'on va essayer de porter pour essayer de faire bouger aussi un peu le politique, qui a quand même des marges de manœuvre importantes. Mais voilà, la jeune génération s'empare du sujet et on est pleinement concerné. Et voilà, il faut qu'on avance absolument, quoi. On n'a pas le choix. Déjà, merci pour ça, pour tous ces engagements, parce que vraiment, c'est super. Et moi, j'ai aussi fait Sciences Po et j'ai beaucoup d'amis qui... je sais que ça a beaucoup fait bouger les lignes, même au sein de l'administration, où il y a des sujets... c'est gargantuesque. Tout ce qu'il faut faire, c'est énorme. Et évidemment, il y a énormément de choses à faire et passer aux actes. Mais on voit déjà, je pense, un peu l'impact. Alors, sur les grandes écoles, et je ne crois pas que je l'ai dit non plus, mais on a fait en sorte là, de créer très récemment un classement des grandes écoles sur ces enjeux écologiques. Donc, comment est-ce que ces enjeux-là sont intégrés dans les formations ? Et on a fait un classement, du coup, alors qui a fait un peu de bruit là, quand il est sorti,
Je peux vous dire que ça change vraiment des classements qu'on a l'habitude de voir, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de commerce, quelques écoles d'ingénieurs qui commencent à traiter le sujet. Et ça, c'est quand même un élément nouveau. C'était un projet de longue haleine qu'on voulait mener, parce qu'aujourd'hui, si on veut être sérieux, quoi, il faut aussi discriminer les écoles selon les formations qu'elles proposent et l'avancer sur ce sujet-là. Voilà. Mais en tout cas, chouette. Et juste pour finir, du coup, et pour revenir sur la jeunesse d'ECOV, du coup, ECOV, ça a été fondé en 2014 par Thomas Matagne, le CEO qui est toujours le président, et qui avant qui avait fait Sciences Po et qui avait aussi fait une licence en sciences, qui avait du coup travaillé sur l'administration publique et l'environnement, qui avait toujours travaillé dans l'administration publique avant, et qui était plutôt un détracteur de la voiture. Et en fait, juste sur le constat que aujourd'hui, 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est les transports, que 16% c'est la voiture, que la voiture c'est le secteur où les ménages, le plus important pour les ménages en termes d'émissions de gaz à effet de serre avant le logement, avant la nourriture, etc. Donc on est vraiment parti de ce constat. Et à côté de ça, que 80% des... Oui, c'est ça. Je vérifie. 80% des kilomètres parcourus en France sont faits par la voiture. Donc c'est pour ça que nous, on focus aussi sur des endroits où il n'y a pas assez de transports en commun, où il n'y a pas les trains, parce qu'encore une fois, on ne vient pas s'ajouter à des endroits où il y a déjà des solutions. Voilà, et du coup, l'objectif, c'était vraiment de targeter ce segment, de dire eh bien, il faut que le taux de remplissage des voitures soit un enjeu pris en compte, et voilà, et j'espère que ça va qu'on va tous participer Partager. à partager, voilà. Merci d'avoir partagé avec nous vos projets ce soir. Donc pour les gens qui sont sur Facebook, oui c'est ça, je ne sais plus quel était le réseau. On se retrouve demain soir à la même heure à 19h et on va parler de la nature en ville et de la place de la nature en ville. Et merci encore.